Après environ 3 mois de mouvement, on a la question de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on fait un peu la même chose depuis le début, des grèves, manifestations tous les 7 jours, 10 jours, parfois 15 jours. Bon là, le jeudi 13, on a une manifestation, ça se passe pendant les vacances, ce sera sûrement peut-être moins suivi. C'est la veille de la décision du Conseil constitutionnel qui entérinera sûrement la loi, peut-être que je me trompe, mais qui devra entériner la loi, donc qui peut faire repartir le mouvement dans une nouvelle phase, qui peut le faire aussi s'affaisser, on verra ça. Moi, je pense que la colère est toujours là et que le pays reste toujours ingouvernable. On l'a vu avec les histoires de Macron là à la Haye qui se fait interpeller. C'est-à-dire que le pouvoir ne peut se montrer nulle part sans se faire prendre à partie par la population. Et puis, il y en a qui se posent la question de la stratégie de l'intersyndicale, voire même du bienfait de l'intersyndicale en tant que tel. Parmi eux, on a par exemple Anas Kazib, donc de Révolution Permanente, qui a posé des questions autour de ça, mais depuis le début, qui critique pas mal l'intersyndicale. Je trouve ça assez intéressant de voir ce qu'il dit. Donc pas que je partage particulièrement son avis, mais moi je trouve toujours intéressant de voir Kazib là-dessus. Anas, alors, elle annonce les couleurs ou elle fait un coup de com', Sophie Binet? Qu'est-ce que tu penses de... Moi déjà, je suis frontalement opposé à cette stratégie de l'intersyndicale d'aller négocier la régression sociale. Je veux dire par là, Elisabeth Borne, elle a expliqué sur 1000 plateaux télé qu'elle ne parlera pas de la réforme des retraites et qu'elle ne retirera pas la réforme des retraites. Quelle est l'utilité d'y aller, quoi. Enfin, même dans le passage, c'est ridicule parce que même Léa Salamé lui dit mais vous allez, ouais, on va rester 5 minutes. Mais pourquoi tu vas 5 minutes alors? Tu vas mettre plus de temps dans les stations de métro que de temps que tu vas rester face à Elisabeth Borne. Pour quelle utilité? Elle ne sait pas que c'est la rue qui décide. Elle ne sait pas que c'est c'est-à-dire Elisabeth Borne. Mais en réalité, Elisabeth Borne, c'est une sous-fifre en vrai. C'est pas elle qui décide, c'est Emmanuel. Il dit un peu les termes là. C'est vrai que ce truc-là, tout le monde savait que ça donnerait rien, ça a rien donné, mais après, c'est aussi... Binet, elle est bloquée dans un rapport de force qui est celui de l'intersyndicale, qui est celui de suivre Berger, qui lui veut aller voir Borne aussi, quoi. Macron, je veux dire par là, enfin, de toute façon, tout ça est ridicule. Je pense qu'au contraire, pour moi, ça envoie un signe d'affaiblissement. Qu'est-ce qui envoie un signe d'affaiblissement? Cette déclaration c'est de renouer avec le dialogue social. Ça fait plus d'un mois que l'intersyndicale, elle a envoyé, depuis le moment où ils ont envoyé le courrier à Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron leur a répondu que c'était niette et qu'ils ne les recevraient pas, ils affichent clairement un discours qui est celui de l'ouverture du dialogue social. Ils veulent discuter, ils veulent négocier. Lorsqu'on parle de pause ou lorsqu'on parle de médiation, comme l'a fait Philippe Martinez, pause ou médiation, c'est temporaire, c'est-à-dire c'est dans un temps donné, ce n'est pas le retrait. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à avoir des dirigeants et les principaux dirigeants de l'intersyndicale qui disent pause ou médiation, il faut se méfier de ce qui est en train de se passer. Ouais, mais après Sophie Binet justement, elle disait plus pause ou médiation grâce au congrès de la CGT. Et puis... c'est vrai que la stratégie pour l'instant de l'intersyndicale, c'est de paraître irréprochable. Et ils le font plutôt bien, parce qu'en plus de ça, comme ils tombent face à un pouvoir très autoritaire, très non, on négociera pas, eux ils sont de leur beau droit, ils disent non, mais attendez, nous on essaie de faire un pas vers vous, en plus de ça, vous négociez pas, donc vous êtes responsable de toute forme de violence, et donc vous êtes responsable de la suite du mouvement. Ça peut se comprendre aussi, quoi. Moi, je comprends l'avis d'Anas Kazib là-dessus, en plus, et c'est vrai que quand t'es un militant, et ça on peut pas lui enlever, c'est quelqu'un qui se donne du mal, c'est un peu chiant de voir, on va attendre 10 jours d'aller voir Borne, qui va nous dire non et tout, mais à la fois, du point de vue de l'intersyndicale et du point de vue de la majorité des gens qui sont pas forcément militants, c'est peut-être pas si bête ce qu'a fait Sophie Binet en y allant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'impasse dans la situation. On en parlera, je suppose, dans le cours de la discussion. Mais on est dans une situation d'impasse aujourd'hui, où après la journée du 28 mars, on appelle au 6 avril, c'est-à-dire 10 jours après. Moi, je parle à ce micro, je suis à plus de 27 jours ou 28 jours de grève reconductible. Moi, je suis un militant. S'il faut tenir jusqu'à 90 jours, j'irai chercher des châtaignes ou je ne sais quoi dans la forêt pour me nourrir, ou je ne sais pas comment je me démerderai. Mais je suis militant. Il est hors de question pour moi d'arrêter la grève. Mais pour les gens de base, lorsque tu gagnes 1500 balles, que les grèves reconductibles, elles ne sont pas partout, c'est difficile de tenir 10 jours. Et ça, il a raison. Et puis c'est un message des fois quand on voit Binet à sa base, surtout Martinez, parce que Binet, elle n'est pas non plus là depuis longtemps.
Mais de dire, ouais, du coup, ça va être. Va falloir tenir, et t'as des mecs qui sont très militants, et à côté de ça, t'as l'impression qu'ils se bougent pas trop, et que Martinez, il préfère faire plaisir à Berger qu'à ses propres militants, quoi. Et ça, je pense que ça peut paraître dur, et ça peut baiser un peu le mouvement, parce qu'il y a eu plein de jours de grève perlés, et c'est vrai que si ça avait été beaucoup plus raccourci, ça aurait peut-être été plus offensif, hein. Ça, une direction syndicale le sait pertinemment. Elle sait que quand tu appelles le 6 avril, tu envoies un message aux raffineurs, aux éboueurs, aux cheminots, à tous les salariés qui sont en grève reconductible. Messieurs, mesdames, vous allez devoir tenir 10 jours plus tard, et nous, en attendant, on va aller voir Elisabeth Borne. Et ça, c'est problématique. En gros, tu dis entre le 28 mars et le 6 avril, il y a eu trop de temps, c'est pas normal. Il y a 10 jours. Enfin, aujourd'hui, la grève, elle a cessé dans énormément de secteurs. Je veux dire, par là, à la SNCF, il y a quasiment plus de grèves, sinon très peu. Dans les raffineurs, chez les raffineries, ça tient dans les secteurs les plus stratégiques encore. Et par décalage, avec l'arrêt des installations, ça met plus de temps à redémarrer. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il y a un peu de pénurie de carburant qui commence à pointer le bout de son nez en Île-de-France. Mais la réalité, c'est que la grève, aujourd'hui, elle a quasiment cessé dans énormément de secteurs. Et que ça, c'est problématique. Et que pour moi, mettre un empressement à aller voir Elisabeth Borne tout en essayant de rassurer les gens, c'est une chose. Mais pour moi, je voudrais que l'intersyndicale, elle aille devant la Tirue d'Ivry. Je voudrais qu'elle aille devant la raffinerie de Normandie, devant la raffinerie de Donge. C'est ça, c'est un autre signal. Il y a un signal. Soit tu envoies un signal que c'est la guerre, et qu'on va aller à la guerre, soit tu envoies un signal qu'il y a moyen de moyenner. Et pour moi, ça, c'est problématique. Je considère que l'unité, c'est une unité... C'est vrai que ça, c'est d'autant plus vrai pour la CFDT, mais on aimerait des fois que les dirigeants syndicaux soient plus sur le terrain. Notamment Martinez, Binet. Alors, ils n'ont pas que ça à faire non plus, hein, évidemment, mais ça envoie des trucs. Ils prennent le temps d'aller voir Borne pour rien dire. Ils pourraient prendre le temps d'aller à Ivry. Hein. Quand tu habites à Paris, c'est quand même pas très compliqué d'aller à la Tirue d'Ivry. Et du plus petit dénominateur commun. C'est pas une unité pour tenir les réformistes. Au contraire, ce sont les réformistes qui tiennent. Si tant est qu'il y avait des syndicats, des directions syndicales révolutionnaires, ce que je ne pense pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucune direction syndicale révolutionnaire là-dedans. Mais bon, on s'entend sur une aile plus combative et une aile plus consensuelle et de dialogue social. La réalité, c'est que le dirigeant des dirigeants, c'est Laurent Berger depuis le départ. Et que l'intersyndicale, quand on prend dans le détail, dans certaines fédérations de la CGT, on va appeler à la grève reconductible. Là-dessus, il a raison. Le problème de l'intersyndicale, c'est aussi de se soumettre au final au moins offrant, parce que le premier qui lâche, en fait, choisit de quand lâche l'intersyndicale. Le premier qui lâche dit l'intersyndicale s'arrête là. Le problème, c'est que le premier qui lâche, c'est Laurent Berger, et que du coup, ça donne énormément de pouvoir à la CFDT. C'est un peu dommage, ça. Dans certaines fédérations de solidaires, on va appeler à la grève reconductible. Par contre, pourquoi l'intersyndicale, elle n'appelle pas à la grève reconductible? Parce qu'elle est soumise à la volonté de Berger. Il ne faut pas froisser Berger, il ne faut pas empêcher... et Berger le fait très bien. Je veux dire, dans son interview sur BFM Politique, le dimanche, il y a quelques semaines maintenant, il explique formellement que lorsqu'on lui parle de grève reconductible, il dit « Est-ce que l'intersyndicale appelle à ça ?» Et il dit, l'intersyndicale n'appelle pas à ça. Et ceux qui donnent les dates, ceux qui donnent le là depuis le départ, c'est l'intersyndicale. C'est pas Martinez tout seul, la CGT tout seul ou Solidaire tout seul, c'est l'intersyndicale. Et l'intersyndicale, elle est autour de ce que fait Berger. Autre chose, parce que c'est pas juste la question de stratégie, c'est la question des mots d'ordre. Quand vous prenez les tracts de la CGT, de Solidaire, ça parle d'inflation, allons chercher les salaires, on chante, il y a un chant qui est maintenant connu dans les manifestations, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Déjà, c'est un chant faux. Moi, je le chante, mais parce que ça donne du moral, mais c'est un chant faux, parce qu'il n'y a pas de retraite à 60 ans aujourd'hui. Et dans les tracts, on revendique la retraite à 60 ans, certains la retraite à 55 ans pour les métiers pénibles, c'est très bien. Mais est-ce que l'intersyndicale revendique ça? Dans aucun tract. C'est pour ça que moi j'aime bien Matteux par rapport à ça, c'est que lui, il va aller amener sur les revendications, qui sont en plus des revendications de la CGT. Mais la CGT ne permet pas de les demander, enfin la direction de la CGT, parce qu'elle est soumise en fait à l'intersyndicale. Et ça pourrait changer. Ça pourrait changer. On pourrait même rien que l'évoquer, dire ouais, nous on est pour ça, bon, on est dans l'intersyndicale, donc en tant qu'intersyndicale on ne le demande pas, mais nous on est plutôt pour ça. Ça pourrait être intéressant ça.
Mais sur le terrain, c'est difficile. Pourquoi je suis si dur avec l'intersyndicale? Parce que je considère qu'on peut gagner. Je considère qu'on peut gagner. Enfin, il faut reprendre un peu le mouvement, ce qu'il est. C'est-à-dire qu'après passage au 49.3, on a eu plus de 3,5 millions de personnes. Je veux dire, une des journées les plus massives depuis des décennies. De l'histoire de France. En tout cas, depuis, pour notre histoire à nous qui avons connu quelques luttes, que ce soit 2010 ou autre, c'est des journées où on n'a jamais connu une journée après passage au Parlement, que ce soit via un 49.3 ou un vote, une mobilisation qui croît. D'accord, et qui se radicalise. On n'a jamais vu ça. Il y avait eu la période CPE, c'était principalement autour de la jeunesse. Il y avait quand même l'aide d'Emmanuel Macron et de son intervention télévisée inflammable. Non, c'était après, en tout cas. Ouais, je ne vais peut-être pas vous mettre tout ça parce que c'est un peu long, mais en gros, ce qu'il dit, c'est les AG sont faibles car elles sont dépossédées de la direction du mouvement. Donc en gros, les deux thèses que va tenir Kazib, c'est si on est faible, c'est à cause de l'intersyndicale. Et après, il va nous dire et les grèves sont en baisse à cause des dates trop éloignées. Et donc, il va argumenter autour de ça. Moi, ça me fait penser aussi à un truc, une interview qu'il y a sur la chaîne de Cathédrale Osseuse avec un militant de lutte ouvrière qui parle de mai 68. C'est cette interview-là, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, je reçois... Et donc, la thèse du militant de lutte ouvrière, ça va être en 68, le mouvement s'est fait censurer, c'est un peu fait limiter par le syndicat de l'époque, la CGT, qui a 4 millions à l'époque, je crois, de militants, et d'adhérents plutôt, et le PCF, aussi très 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 fourni à l'époque, qui va négocier avec le gouvernement quelque chose d'assez minime, les accords de Grenelle, alors que la base était extrêmement révoltée, quoi, et que ça aurait pu aller plus loin. Et donc en gros, la thèse c'est l'aristocratie ouvrière et les bureaucraties, que ce soit syndicales ou communistes, ont trahi. Et c'est pour ça que mai 68 n'est pas allé plus loin alors qu'elle le pouvait. Et en gros, ce militant-là, il va faire le parallèle avec aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est ce que fait aussi Kazib, c'est-à-dire de dire l'intersyndicale nous bride alors que la base pourrait aller plus loin. Et moi, je trouve que cette comparaison avec mai 68, elle est plutôt fallacieuse parce qu'au final, ces aristocraties ouvrières et ces bureaucraties, elles sont beaucoup moins puissantes aujourd'hui qu'à l'époque de 68. Et j'ai trouvé un article de Contretemps qui est très intéressant et qui critique un peu les thèses de Kazib et puis aussi les thèses de Lordon. Et justement, il nous parle un peu de ça, parle un peu de ces gens qui pensent que l'intersyndicale est en train de nous brider, et puis ils disent ça. Les difficultés du mouvement ne s'expliquent pas toutes, loin de là, par le rôle néfaste que jouerait l'intersyndicale. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais par rapport à l'intersyndicale. On saurait se contenter sur ce point d'un raisonnement parfaitement circulaire, consistant à dire en somme, s'il n'y a pas d'organisme d'auto-organisation, c'est parce que c'est l'intersyndicale qui dirige le mouvement. Et si c'est l'intersyndicale qui donne le ton et le rythme, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisme d'auto-organisation. L'hypothèse des directions traites du mouvement ouvrier empêchant la transformation du mouvement en véritable processus révolutionnaire avait au moins une base objective en 1968, méritant discussion. Ça, c'est ce dont parlait le mec de Hello dans l'interview avec Cathédrale Osseuse. On comptait dans la France d'alors des syndicats ouvriers puissants, dont le principal, la CGT, était dirigé par un parti communiste largement implanté dans la classe travailleuse et doté d'une large audience électorale au-delà de 20%. Effectivement, le PCF a entravé en mai-juin 1968 les formes d'auto-organisation qui auraient pu émerger dans les entreprises au profit d'une pratique généralement passive de la grève, où les travailleurs étaient invités à ne pas intervenir directement et à laisser les permanents syndicaux diriger celle-ci. Le parti refusa en outre de prendre des initiatives audacieuses qui auraient peut-être permis de poser la question du pouvoir et d'un gouvernement de rupture, notamment lors de quelques jours ou semaines où le pouvoir gaulliste semblait aux abois, sonné par l'ampleur de la grève ouvrière et par la détermination du mouvement étudiant. La situation est radicalement différente aujourd'hui, les syndicats sont très affaiblis, du moins par rapport à ce qu'ils étaient en 68, et il n'existe plus de parti ouvrier de masse. Si l'on suit l'hypothèse de Juan Chingo, cela devrait constituer un boulevard pour la construction d'une grève générale. Oui, si on suit les hypothèses un peu de Kazib, et puis des trotskistes en général, comme quoi le problème c'est que les partis trahissent tout le temps, que le syndicat trahit tout le temps, on devrait arriver au fait, vu qu'il y a moins de syndicats aujourd'hui, vu qu'il y a moins de partis,
devrait arriver une grève générale, limite mieux, quoi. C'est l'inverse qui est vrai, car c'est bien dans les secteurs et entreprises où l'on trouve le plus de syndiqués et où les syndicats combatifs continuent à être présents, généralement CGT, Solidaire ou FSU, car on ne saurait mettre tous les syndicats, ni même toutes les directions syndicales dans le même sac, que s'exprime globalement le plus forte conflictualité. A contrario, les secteurs et entreprises vierges d'implantation syndicale, loin d'être ceux où une prétendue disponibilité des masses à l'action radicale s'exprimerait de façon non entravée par la fameuse direction du mouvement ouvrier, sont celles où règne l'atomisation, la passivité, le pseudo-consensus managérial, voire où prospère le vote d'extrême droite. Donc ce qu'il dit en gros, c'est que quand on enlève les syndicats et qu'on n'a pas au final cette direction du mouvement ouvrier qui semble tant entraver la grève générale, au final on n'a pas grand chose. On n'a pas plus de gens en grève, on en a même moins, et puis c'est pas organisé du tout. On voit d'ailleurs dans les universités ce que vaut cette hypothèse. Alors que les syndicats y sont très faibles, les militants présents ont le plus grand mal, au moins jusqu'à maintenant, à faire émerger de larges cadres d'auto-organisation. La plupart des AG n'avaient jusque récemment mobilisé que quelques centaines d'étudiants. Et même dans les universités qui ont connu récemment quelques AG massifs, Tolbiac, Mirail, la faible implantation des organisations étudiantes fragilise l'élargissement et l'auto-organisation du mouvement. En d'autres termes, si le prolétariat et la jeunesse étaient d'ores et déjà radicalisés dans leur ensemble, et si les directions syndicales constituaient l'unique verrou à faire sauter pour que s'engage une offensive révolutionnaire, on verrait le développement de luttes radicales et de formes avancées d'auto-organisation dans les secteurs où l'implantation syndicale est la plus faible, autrement dit, où l'emprise des directions syndicales est la plus fragile. Rien n'est plus éloigné de la réalité actuelle. L'hypothèse de la substitution d'une direction véritablement révolutionnaire aux directions syndicales réformistes a tous les avantages de la simplicité et tous les inconvénients du simplisme, sinon de l'irréalisme, lorsque la fameuse direction révolutionnaire alternative est pensée comme le produit du travail de construction auto-centrée de micro-organisations. Bien sûr, on peut penser qu'une politique plus combative de l'intersyndicale, refus des journées saute-mouton, appel clair à reconduire la grève et à participer aux assemblées générales, etc., aurait permis une mobilisation plus offensive dans certains secteurs où les syndicats sont implantés. Même si cela n'a rien de garanti, mais on touche aux limites du cadre de la mobilisation actuelle qui constitue aussi l'un de ses points forts, l'unité maintenue du front syndical, sans laquelle il est douteux que le mouvement aurait pris cette ampleur et aurait recueilli cet assentiment de la population. C'est vrai que le fait qu'il y ait un gros front syndical où tout le monde est d'accord, où même Berger est d'accord, toute la population reste derrière. Alors que si ça avait été juste la CGT qui appelle à la reconductible directement, en fait, il n'y aurait sûrement rien eu, quoi. Et donc je trouve que ça pose la question, cet article-là, de la dialectique entre l'intersyndical et le dépassement de l'intersyndical. C'est-à-dire que on voit mal comment sans intersyndical on pourrait arriver au dépassement de l'intersyndical, mais l'intersyndical peut aussi paraître être un frein parfois à certaines initiatives, par exemple les assemblées générales, par exemple une grève plus offensive, quoi. Dans la période présente et à venir, les défis et les tâches semblent d'une toute autre nature pour les militants qui ne veulent pas renoncer ni à la perspective révolutionnaire ni au travail au sein du mouvement réel, étendre l'implantation syndicale au-delà des secteurs actuellement mobilisés, renforcer les ailes gauches au sein des organisations syndicales, les syndicats ou sensibilités lutte des classes, contribuer à la montée de nouveaux courants ou mouvements radicaux hors des organisations traditionnelles, mais en articulation et non en opposition à celles-ci. Approfondir le travail politico-culturel permettant de passer de la haine de Macron à la critique du système dans son ensemble, et enfin la nécessité d'une rupture anticapitaliste pour bâtir une toute autre société. Voilà, ce qu'ils disent, c'est, oui, il faut en fait rentrer dans les syndicats, il faut syndiquer le plus de monde possible, mais faire partie d'aile gauche des syndicats, d'aile gauche des partis, et en fait arriver à travailler en articulation et non en opposition avec ces syndicats. C'est un peu le problème des fois des groupuscules, comme par exemple celui d'Anas Kazim. Même si encore une fois j'ai rien contre lui, mais des fois on a l'impression qu'il y a une critique constante de l'intersyndicale. C'est un peu à qui paraîtra le plus révolutionnaire, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure technique ? Je sais pas. Il a raison, il faut des grèves reconductibles. Ouais, non, mais moi je suis pour, mais je pense qu'il faut s'articuler bien avec ça. Et il y a un mec qui réussit bien à s'articuler avec ça, je trouve que c'est Matteux. C'est-à-dire que Matteux, il est dans le mouvement, il est dans la CGT, il dit à la fois, ouais, c'est bien l'intersyndicale, et à la fois, faut aller un peu plus loin.